Les entreprises de toute taille et de toutes les régions sont le moteur de notre économie québécoise. Nous savons combien la gestion d'une entreprise est un travail difficile. Si vous êtes en affaires, vous connaissez certainement les obstacles mieux que quiconque. Vous savez également ce dont vous avez besoin pour réussir et ce dont votre industrie et votre communauté ont besoin pour que l'économie du Québec reste saine et forte. N'aimeriez-vous pas pouvoir parfois vous adresser au gouvernement et influencer les décisions qui touchent votre région, votre entreprise et votre gagne-pain? Maintenant, vous le pouvez. L'Observatoire FCCQ est la combinaison d'une technologie de pointe et de la force de notre réseau d'affaires pour donner plus de poids à votre voix. Il vous donne la possibilité de faire part de votre réalité et d'envoyer vos meilleures idées au gouvernement. L'Observatoire FCCQ a été créé en collaboration avec le Réseau des chambres de commerce du Québec pour savoir ce que vous pensez. Notre travail commence par l'écoute de nos membres dans chaque région du Québec en posant les bonnes questions sur les enjeux qui vous touchent. Le réseau fait la force avec l'Observatoire FCCQ, un outil qui permettra d'influencer l'environnement d'affaires au Québec en fournissant rapidement des données fiables par secteur d'activité et par région à nos partenaires et au gouvernement. Nous vous communiquerons des informations afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées concernant votre entreprise, dans votre secteur et votre communauté. L'Observatoire FCCQ met de l'avant les questions qui vous tiennent à cœur. Il est temps de faire valoir votre voix. Inscrivez-vous à l'Observatoire FCCQ dès maintenant. Bon, est-ce que vous m'entendez? Depuis 120 ans, Desjardins sait qu'en unissant nos forces, on peut permettre aux personnes et aux communautés de prospérer au-delà de l'argent. Avec le Fonds du Grand Mouvement, on soutient des projets qui font du bien à l'environnement, qui contribuent à la vitalité économique de nos régions et qui enrichissent nos vies. Ensemble, on peut réinventer demain. Est-ce qu'on m'entend? Oui, bonjour. Moi, je vois juste Monsieur Gagnon. Bonjour. Oui, Monsieur Sanson, on vous entend bien. Bon, c'est parfait. Excellent. Alors, écoutez, excellent. Bonjour tout le monde. Alors, merci d'être avec nous ce matin. Je me présente. Mon nom est Charles Milliard. Je suis PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Alors, je vous remercie d'être avec nous pour la tournée donc en mouvement pour la relance socio-économique en Outaouais. Nous sommes plus de 125 personnes, je crois, aujourd'hui. Alors, je vous remercie d'être avec nous. Je ne vois pas vos visages. Je ne sais pas si vous avez les yeux cernés de vous être couché tard hier pour regarder les élections américaines qui ne sont toujours pas terminées. Alors, il n'y a pas qu'au Québec qu'il y a des zones rouges, de toute évidence, si je peux me permettre une petite blague politique ce matin. Alors, écoutez, on en est au 5e événement sur 10. Je vais accueillir notre invité d'honneur, M. Guy Cormier, qui est président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Ça me fait très plaisir d'être avec toi, Guy, encore une fois. Et, excusez-moi, mon Dieu, j'ai un chat dans la gorge. Je vous présente aussi M. François Gagnon, chroniqueur économique au réseau Cogeco, qui animera la deuxième partie de la rencontre avec nos invités, Mme Hélène Duprat de chez Sportec et M. Daniel Dumont, qui est président de QDI. Alors, bonjour à vous deux. Je remercie aussi Pierre Sanson, donc président de la Chambre de commerce de Gatineau. Je m'excuse. Qui est avec nous. Ça arrive. Je remercie aussi M. Martin Richer de Desjardins et Mme Julie Moffett, directeur général par intérim de la Chambre de commerce de Gatineau et directrice d'Export Outaouais. Je souligne aussi la présence de Robert Bussière, député de Gatineau, et de Mme Maryse Gaudreault, députée de Hull. Alors, bonjour à vous tous. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Guy Cormier pour l'allocution d'ouverture. Je vais vous revenir pour vous parler de l'Observatoire FCCQ. Et par la suite, on animera donc la discussion avec M. François Gagnon et nos deux invités. Alors, évidemment, vous le savez, le but, c'est de discuter de la relance économique vraiment centrée sur la région de l'Outaouais aujourd'hui. Alors, on aura à la fois de belles annonces de la part de M. Cormier, aussi des informations basées sur un sondage qu'on a fait avec l'Observatoire FCCQ, donc par la suite. Et cet échange-là sera poursuivi d'une période de questions avec vous. Alors, j'espère que vous serez nombreux à participer avec nous. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à M. Sanson d'abord, qui vient de se joindre à nous pour présenter notre invité. Alors, merci d'être avec nous. Bien, bonjour tout le monde. Bon matin. Alors, merci d'être présent ce matin.
J'aimerais remercier la Fédération des chambres de commerce du Québec et le Mouvement Desjardins pour la tenue de cet arrêt de la journée en mouvement pour la relance économique du Québec et pour l'organisation. Alors, je salue M. Miard, le PDG de la Fédération de la Chambre de commerce du Québec, M. Guy Cormier, président de la Chambre président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Et j'aimerais également souligner la présence de 2 autres chambres de commerce de la région à titre d'hôte de cet arrêt, et dont je crois que nous avons M. Louis Biron, qui est le DG, et Mme Mélanie Hott, présidente de la Chambre de commerce de la Vallée de la Petite-Nation, et également la Chambre de commerce de Maniwaki. Nous avons ici Mme Agathe Saint-Amour, présidente, et le coordinateur, M. Rémi Lafont, avec nous. Alors, nous avons 2 entrepreneurs, comme vous avez mentionné déjà, que vous allez voir ce matin, les entrepreneurs de la région, Mme Hélène Duprat et M. Daniel Dumont de QDI, Mme Duprat de la Sportec. Alors, je pense qu'on a une bonne réponse des gens d'affaires de la région à s'inscrire à l'Observatoire de la Fédération des chambres de commerce du Québec également. Et on vous remercie d'avoir pris le temps de remplir et continuer de le faire pour ce que le nouvel outil d'analyse économique soit utile et dynamique. Nous avons besoin de votre participation afin de dresser un portrait réel des enjeux et du développement économique de l'Outaouais. Vos réponses nous permettront de mieux influencer les politiques publiques et de proposer des solutions cohérentes à vos réalités perspectives. En terminant, je réitère que notre priorité est d'aider les entrepreneurs et les entreprises sur notre territoire pour la relance économique et que nous serons là aujourd'hui et dans l'ère post-COVID, on espère arrivera plus tôt que plus tard. N'hésitez pas à faire appel à nous. On ne vous laissera pas tomber, c'est certain. Alors, laissez-moi maintenant vous présenter M. Guy Cormier, chef de la direction et président du conseil d'administration du Mouvement Desjardins. C'est à 26 ans que Guy Cormier a plongé dans l'univers coopératif Desjardins et il en devient président et chef de la direction en 2016. Avec une vision ancrée sur les membres et clients, il insuffle un vent de changement au Mouvement Desjardins. Leader visionnaire, il place l'innovation, l'humain et la communauté au cœur de son ambition, être premier dans le cœur des gens. C'est avec cette idée en tête qu'il a créé le Fonds du Grand Mouvement afin d'appuyer différents projets provenant des communautés. Très impliqué auprès de la jeunesse, il devient le parrain de l'Académos, une organisation qui soutient nos jeunes dans l'atteinte de leur plein potentiel en les connectant à la réalité du monde du travail. Il est aussi défendeur de son meilleur partage de prospérité, d'un développement économique durable et l'édification d'une société plus ouverte et inclusive. Alors, M. Cormier, bienvenue et on lui cède la parole. Merci beaucoup, M. Sanson. Merci beaucoup, M. Miard, pour ces présentations. Je joins ma voix aux belles salutations qui ont été faites. Merci beaucoup, tout le monde, d'être présent en si grand nombre ce matin. Écoutez, effectivement, Charles le disait, il y a probablement beaucoup de personnes qui ont eu une soirée mouvementée. Peut-être que le sommeil a été plus court cette nuit, mais merci sincèrement d'être avec nous ce matin. Je pense que vous êtes la preuve que malgré la distanciation, malgré la pandémie, on est capable de se rencontrer, on est capable de parler de relance économique ensemble et c'est vraiment l'objectif qu'on a ce matin. Je ne vous cacherai pas que je suis très heureux de rencontrer la communauté d'affaires de l'Outaouais. Vous savez, l'Outaouais, c'est une région qui est quand même assez particulière au Québec. Hein. C'est la ville et c'est la campagne en même temps. En effet, là, à Gatineau, il y a plus de 70 % de la population qui y habite, mais en même temps, vous avez une réalité agricole, vous avez une réalité manufacturière, vous avez une réalité forestière aussi. Et ce qui caractérise vraiment la grande région d'Outaouais sur le plan économique, c'est clairement la présence importante de la fonction publique, là, surtout fédérale, dans votre milieu. Les services publics représentent 43,6 % de l'économie de votre région, contre 27 % pour la moyenne des régions du Québec. Là. Et quand on prend les activités des entreprises de services, c'est 86 % dans la grande région de l'Outaouais, comparativement à 80 % pour la moyenne au Québec. Donc, c'est clair que le gouvernement prend beaucoup de place en Outaouais, mais l'Outaouais, c'est beaucoup plus que ça. Il y a le secteur manufacturier aussi, qui est plus petit, mais qui est très dynamique. Puis, il y a un indice qui ne ment pas aussi, c'est le taux d'investissement des entreprises dans le milieu.
Puis pour la période de 2014 à 2018, votre région, en Outaouais, là, le niveau d'investissement privé a augmenté de 3,4 % par année. Ça, là, c'est 10 fois plus que la moyenne des autres régions du Québec, là. Donc, on voit vraiment qu'il y a un bon niveau d'investissement chez vous, là. Puis ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, là, dans les prochaines minutes, c'est de voir comment votre région résiste actuellement à la crise qui affecte le monde, mais aussi commencer à réfléchir à de quoi pourrait avoir l'air la relance dans le futur. Commençons là par l'état de la situation en Outaouais. Nos économistes chez Desjardins ont fait un excellent travail pour avoir une lecture très fine de chacune des régions. Puis de façon générale, là, la pandémie a eu des effets assez importants dans votre région, mais l'Outaouais s'en tire actuellement un peu mieux que la moyenne du Québec, là. Si on regarde en 2020, la décroissance économique, le recul de l'activité économique au Québec devrait être de 4,8 %. Juste pour l'Outaouais, la réduction de l'activité économique va être légèrement inférieure à la moyenne du Québec, à 4,7 %. Quand on regarde pendant la grosse période du confinement, mars à mai, c'est 22 500 emplois qui se sont perdus en Outaouais. Puis si on élargit la fenêtre un petit peu de février à août, là, on constate qu'il y a 14 500 postes qui ont été perdus. Donc, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une récupération d'à peu près 35 % des emplois perdus ce printemps. Mais 35 % là, c'est légèrement inférieur à la moyenne de ce qu'on a vu dans d'autres régions du Québec. Puis c'est clair que dans votre région, la forte présence de la fonction publique, mais aussi des services publics, là, a permis de limiter certains dégâts, là. Pourquoi? Bien, parce que le télétravail a aidé, mais les pertes d'emplois ont eu lieu dans des secteurs plus fragiles. On peut penser au commerce de détail, on peut penser au tourisme. Donc, 4,7 % de réduction d'activité économique dans votre région, là, ça représente une valeur économique là, de 713 millions. Il s'est perdu 713 millions en valeur économique, contrats, perte d'emploi, etc., etc. Et quand on essaie de regarder 2021 maintenant, bien, c'est clair que ça va remonter. Pourquoi? Bien, parce qu'on apprend à vivre avec la COVID, parce qu'on apprend à poursuivre nos activités dans un contexte de distanciation et de sécurité. Mais est-ce que c'est fragile? Évidemment. Quand on regarde la deuxième vague, comment elle s'est enflammée en Europe, quand on regarde tous les efforts qui sont faits au Québec là, depuis le début du mois d'octobre, c'est clair qu'il faut serrer les coudes tout le monde, puis il faut continuer de tenir bon parce qu'il y a encore de la fragilité dans ce qu'on a à vivre, là. Mais pour 2021, si la situation demeure sous contrôle, si la deuxième vague peut être relativement bien encadrée, là, nos économistes chez Desjardins prévoient une hausse pour l'ensemble du Québec du PIB de 6,3 %, alors que pour l'Outaouais en 2021, nos prévisions sont légèrement supérieures, ce qui est une bonne nouvelle, à 6,4 % de croissance économique. Quand on regarde maintenant plus en détail les hypothèses derrière cette relance-là, on voit là, que la double réalité de votre région là, emmène une double réalité au niveau de la reprise. Le secteur des services qui a été moins touché à cause du télétravail, comme je le disais tantôt, bien, va être en mesure de se relever beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement. Mais il y a d'autres secteurs, notamment en zone rurale, qui vont avoir un retour plus long, comme tel, plus difficile. On peut penser aussi au secteur manufacturier, qui est actuellement très perturbé par les bris de chaîne d'approvisionnement, la fermeture des frontières, le manque de personnel. Ça aussi, c'est un secteur, comparativement au secteur du service, qui devrait reprendre son air d'aller, mais sur une plus longue période que certaines d'autres activités. Secteur agricole aussi. Secteur agricole, les défis sont nombreux, notamment au niveau du manque de main-d'œuvre. On l'a vu dans les récoltes cet été. Donc, ça aussi, ça va être un secteur sous pression en 2021. Puis du côté de la forêt, sans commenter les élections américaines, là, c'est clair qu'il y a toujours du protectionnisme dans l'air, alors ça va devenir aussi difficile. Donc, il y aura vraiment une relance économique comme en deux temps dans votre région. Oui, le secteur des services et aussi le secteur agricole, forestier et manufacturier qui va être un petit peu à un autre rythme, tout simplement. Donc, je le disais tantôt, la relance en Outaouais
c'est 713 millions de dollars de valeur économique qu'il faut régénérer rapidement pour retrouver le volume d'activité d'avant la crise au niveau de la pandémie. Mais moi, je suis convaincu qu'on ne reviendra pas comme avant. Puis selon moi, il faut même bien comprendre pourquoi c'est mieux de ne pas revenir comme avant. L'objectif, là, c'est de faire différemment. L'objectif, c'est de devenir meilleur qu'avant. Puis c'est ce qu'on constate à l'échelle canadienne actuellement. À quel point la pandémie a notamment accéléré la numérisation des entreprises, la numérisation de nos activités. Plusieurs compagnies se sont organisées dans un temps record pour mettre leurs employés en télétravail. D'autres ont automatisé beaucoup de leur processus d'opération pour aller chercher quand même un maximum d'activité. Quand l'économie va reprendre encore plus fortement, c'est clair que tous ces investissements-là, tous ces changements-là peuvent se traduire en gains de productivité réels pour les entreprises. L'autre élément sur lequel j'aimerais porter votre attention au niveau de la reprise, c'est, vous savez, nos économistes ont plein de façons d'analyser un petit peu chacune des régions. Puis un des instruments qu'ils ont, c'est l'indice de remplacement. Si on prend 100 travailleurs qui partent à la retraite pendant un an, il en arrive combien de jeunes pour remplacer ces travailleurs-là qui partent à la retraite? C'est ce qu'on appelle l'indice de remplacement d'un point de vue économique. En 2021, notre projection, c'est qu'en moyenne au Québec, l'indice de remplacement va être de 83. Pour Montréal, 130. Pour toutes les régions du Québec en moyenne, 84. Pour l'Outaouais, 77. Donc, pour 77. Donc, pour 100 travailleurs qui vont quitter à la retraite en 2021, il y a 77 jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi en Outaouais. C'est probablement, selon moi, un de vos enjeux stratégiques et opérationnels les plus importants pour votre relance économique. Parce que ce que ça va créer une compétition féroce entre vos entreprises pour aller chercher le talent. Ça pourrait même bloquer certains projets de croissance pour des entreprises. Il y a peut-être des entreprises qui vont même déménager ou revoir leurs activités, puis ça va mettre une pression sur les coûts au niveau de la masse salariale. Donc, tout ce qui touche la numérisation, l'automatisation, c'est sûr qu'au-delà de ces solutions-là, ça va prendre un plan encore plus global, notamment en Outaouais. Il va falloir travailler pour attirer et conserver le talent, mais aussi inciter les travailleurs d'expérience dans vos entreprises à rester plus longtemps peut-être. Ça peut paraître un peu contre-intuitif actuellement que je vous parle de ça. Il faut inciter les employeurs les employés à rester plus longtemps parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité. Puis en même temps, on vous parle de hausse du taux de chômage en lien avec un ralentissement économique. Donc, il y a des chômeurs dans des domaines plus lents. Il va falloir trouver le moyen rapidement de requalifier ces gens-là pour aller soutenir des secteurs d'activité qui sont en pleine croissance. Et pour ça, il va falloir mettre des programmes rapides, des initiatives locales rapides de requalification de la main-d'œuvre. L'autre élément de la crise, c'est l'accélération de certaines tendances. Premièrement, le numérique. Deuxièmement, la main-d'œuvre, je viens d'en parler. Mais c'est aussi le cas pour tout ce qui touche l'environnement et les changements climatiques. Vous le voyez, il y a plein de pays à travers le monde qui se préparent à une relance beaucoup plus verte, beaucoup plus inclusive, beaucoup plus équitable. Puis il y a une volonté commune actuellement, on le voit à travers la planète, de faire mieux qu'avant. Parce qu'une crise comme celle qu'on vit là, vous amène comme entrepreneur à repenser votre façon de produire, votre façon d'acheter, votre façon de consommer. Donc, pourquoi pas en profiter pour faire mieux? Faire plus efficacement, faire plus proprement, mais faire aussi plus solidairement. Puis c'est dans cet esprit-là que le mouvement Desjardins est actuellement. On souhaite vraiment travailler avec les communautés, avec vous, les entrepreneurs, pour justement avoir une relance encore plus inclusive, encore plus verte. Puis je peux vous dire que la relance économique au Québec, là, on l'a à cœur chez Desjardins actuellement. Ça fait 120 ans cette année. On célèbre notre 120e anniversaire de fondation. Ça fait 120 ans qu'on est présent dans toutes les régions et on va continuer de l'être. Puis ça fait longtemps qu'on mise sur l'une de nos grandes forces que vous connaissez bien, la proximité. La proximité avec les personnes, la proximité avec les entreprises, la proximité avec les communautés. Puis cette proximité-là nous permet d'être à l'écoute et de passer à l'action très rapidement.
Puis je peux vous dire que la relance économique pour l'Outaouais, c'est extrêmement important pour le mouvement Desjardins. Dans les premières semaines de la crise, là, au mois de mars, là, on a mis très proactivement plusieurs mesures d'allègement pour vous, les entrepreneurs, avec 2 mots-clés, souplesse et bienveillance. Autant pour nos membres particuliers que nos membres entreprises, que pour nos clients. Des mesures aussi là, qui ont un lien direct avec un sondage important que l'on a fait auprès de 4000 entrepreneurs cet été pour encore mieux comprendre leurs besoins. Et considérant que la situation est encore précaire, on a pris la décision chez Desjardins de maintenir la majorité de nos mesures d'allègement pour nos membres jusqu'à nouvel ordre. On a aussi posé un geste significatif ce printemps en lançant le fonds du Grand Mouvement doté d'une enveloppe de 150 millions de dollars. Et ça s'ajoute au fonds de 100 millions qu'on avait lancé en 2016-2020. Donc, d'ici 2024, on va injecter un autre 150 millions de dollars dans l'économie, dans les différentes communautés pour contribuer à stimuler la relance comme telle. Et ça, c'est vrai pour le Québec, c'est vrai pour les régions en Ontario où on est présent. Quand je regarde dans les dernières années, ce qu'on a injecté dans la région d'Outaouais, c'est 3 millions de dollars concrètement qu'on a injecté avec notre fonds de 100 millions dans 22 projets de vos milieux. Et ce matin, je suis très fier de faire l'annonce officielle de 4 projets porteurs qui vont bénéficier d'un soutien additionnel de Desjardins pour une somme de 768 000 $. Je prends le temps de les mentionner rapidement. 250 000 $ va être octroyé à l'Institut Innovation Gatineau pour augmenter les chances de réussite des entreprises qui sont innovantes. Donc, en plus des services indirects, là, on va accompagner 30 entreprises là, en incubation et 15 entreprises en accélération au cours de la prochaine année 2021. On va aussi verser 215 000 $ à l'atelier de formation socio-professionnelle de la Petite Nation afin de mettre en place un centre de récupération, de tri, de réparation et de vente de vêtements usagés pour la communauté. 182 500 $ vont être octroyés au Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais. Ça, je trouve ça intéressant là, pour créer un réseau régional d'autopartage qui sera géré par les citoyens et par les municipalités. Le principe ici, là, il est simple, c'est de rendre disponible à moindre coût les soirs et les fins de semaine les véhicules électriques qui sont utilisés dans la journée par les employés municipaux. Et finalement, on va verser 120 560 $ à Dimension sportive culturelle pour développer une entité qui va avoir comme mission de coordonner, organiser, diffuser des événements culturels auprès des élèves du secondaire dans votre région comme telle. Donc, 4 beaux projets porteurs auxquels Desjardins est très fier de s'associer pour stimuler votre relance économique. Pour les entreprises, on a aussi créé le Fonds C. Le Fonds C, c'est en réaction à la COVID pour aider des entreprises à chercher des solutions pour continuer leurs opérations malgré le contexte de la pandémie. Il s'agit d'une contribution financière du mouvement Desjardins sans remboursement, là, un don là, qui va vous aider à avoir une énorme différence dans vos opérations. Pour vous donner un exemple, c'est déjà 55 000 $ qu'on a versé dans les derniers mois pour des entreprises de votre milieu. J'en nomme quelques-unes. 10 000 $ à la brasserie du Bas-Canada pour aider à la construction d'une nouvelle usine à la fine pointe de la technologie. 10 000 $ à Ferme Pure Alternative pour aider à l'implantation d'une nouvelle technologie. Puis 10 000 $ à Cuisine & Art pour acheter de l'équipement qui va améliorer la productivité au niveau de ses opérations à Gatineau. Puis je vous invite donc, les entrepreneurs, à ne pas hésiter là, à aller voir votre centre Desjardins Entreprises, à communiquer avec votre directeur de compte. Là. Il nous reste encore 155 000 $ là, à verser à des projets porteurs pour vos entreprises au cours de l'année 2020 seulement. Donc, on veut vraiment continuer de vous aider. Les directeurs de CDE vont pouvoir vous aider, vous guider à travers ce programme-là. Donc, je vous le disais, plus on va travailler ensemble, plus on va être capable de se relever. Mais personnellement, je pense qu'il faut avoir encore plus d'ambition que ça. Il faut chercher à être meilleur qu'on était avant. Oui, on a de l'argent. Oui, on a des fonds dédiés. Oui, on a du talent à revendre. Oui, on a du cœur au ventre. Mais il faut maintenant regarder encore plus dans la même direction pour passer à travers la situation qu'on vit là. Donc, ce que ça veut dire,
c'est d'accepter de se challenger encore plus. Qu'est-ce qui va changer dans les prochains mois? En quoi la pandémie va changer notre environnement économique? En quoi la pandémie va venir influencer le secteur d'activité dans lequel vous opérez actuellement? Il faut avoir ce genre de discussion-là dans nos communautés, dans nos régions, dans vos familles, pour réfléchir encore plus aux prochaines années. Et je salue l'initiative de la Fédération des chambres de commerce et de votre chambre de commerce de mettre des tribunes en place pour pouvoir s'influencer, pour pouvoir échanger entre nous. De notre côté, chez Desjardins, on a une bonne petite idée de qu'est-ce qui devrait changer. Premièrement, on l'a vu, là, le Québec veut rapatrier ici certains domaines de production. Le biomédical, exemple, bien, ça nous intéresse chez Desjardins. On l'a vu aussi, il y a une volonté d'achat local encore plus forte qui est exprimée. On s'est même remis à réfléchir à avoir des productions en serre encore plus importantes. Ça aussi, on est déjà là, mais ça nous intéresse activement chez Desjardins. Puis il y a aussi tout ce qui touche la lutte au changement climatique. Je pense clairement que notre société va être marquée par un changement de valeur assez important. Le modèle économique qu'on connaît, là, extraire, transformer, utiliser, jeter, ça ne répond plus aux besoins de beaucoup de personnes. Il faut passer à d'autres choses parce que c'est insoutenable. C'est insoutenable économiquement pour beaucoup d'entreprises, mais c'est aussi insoutenable d'un point de vue environnemental. Selon moi, là, les citoyens, les consommateurs, les actionnaires vont être de plus en plus nombreux à rechercher des projets ou des produits qui s'insèrent dans une économie circulaire. Ici, là, on parle d'un écosystème où rien n'est perdu, où tout est réutilisé, où le produit usé d'une entreprise devient le début de la chaîne de production d'une autre entreprise. Et chez Desjardins, là, on y croit tellement qu'on a décidé d'investir 2 millions de dollars dans une collaboration avec l'École de technologie supérieure de Montréal pour mettre de l'avant des initiatives, des projets reliés à l'économie circulaire. L'autre élément qui me préoccupe dans notre relance, c'est la jeunesse. Écoutez, pour les parents, là, actuellement, la crise, là, c'est clair que c'est du stress et c'est pesant. Mais pour nos jeunes, à l'école, au cégep, à l'université, là, actuellement, ils sont coupés de leurs amis, ils sont coupés de leurs loisirs, ils sont coupés de leur sport, ils étudient à la maison dans des conditions qui sont parfois pas optimales. Donc, ce serait vraiment triste que nos jeunes soient doublement pénalisés par la situation qu'on vit actuellement. Surtout parce qu'ils ont à étudier à distance. Donc, si pour des raisons de santé ou des raisons de sécurité, il y a des stages ou des laboratoires que vous n'avez pas pu mettre de l'avant dans vos entreprises au cours des derniers mois, il faut chercher des solutions pour que les jeunes ne soient pas victimes encore plus de la pandémie. Surtout en Outaouais, quand on sait que l'indice de remplacement va être de 77, vous n'avez pas les moyens de perdre un jeune actuellement du système en Outaouais. Avec la pandémie, ce qu'on constate aussi, c'est que tout le monde est plus responsable les uns des autres. On réalise à quel point le gouvernement, les gouvernements ont joué un rôle important pour amortir le choc de la crise. Ça aussi, c'est une prise de conscience collective, je crois, là. Un retour à une pensée plus collective. Puis quand je regarde les choses aller actuellement, là, je me dis que le modèle coopératif, avec ses valeurs d'entraide, de solidarité, d'engagement, est plus pertinent que jamais. Puis je suis convaincu qu'on va voir de plus en plus d'engagement à long terme de la part des entreprises et que les entreprises vont être de plus en plus impliquées socialement après la pandémie. On s'en va vers une société qui est de plus en plus consciente, axée sur les personnes, les communautés, l'environnement. Puis évidemment, là, qu'il y a plein de défis là, à court terme, cet après-midi, demain matin, là. Mais il y a un avenir prometteur devant nous, j'en suis convaincu. Oui, il faut se serrer les coudes. Oui, il faut faire les efforts pour bien repositionner nos entreprises, notre économie. Mais je suis convaincu qu'on va faire mieux, puis qu'on va faire mieux ensemble. En tout cas, c'est ce qui nous motive chez Desjardins. Travailler avec vous, les entrepreneurs, travailler avec les familles de l'Outaouais pour avoir une relance économique prospère. Merci beaucoup tout le monde. Alors, merci beaucoup, Guy. C'est toujours un plaisir de t'entendre. Moi, j'en prendrai encore et encore. Il y a des excellentes nouvelles, très régionalisées, encore une fois, de ta part.
Et je fais mention de l'indice de remplacement. Là, moi, je t'ai entendu dans les autres régions. C'est un chiffre qui en dit long sur, justement, la capacité de se projeter dans l'avenir pour une région au niveau de la main-d'œuvre. Il y a des belles annonces aussi sur le fonds du grand mouvement, le fonds C. Moi, j'ai pris note qu'il restait 155 000 dans la région de l'Outaouais. Alors, j'imagine que je ne suis pas le seul à avoir noté ça. Alors, j'espère qu'il y aura d'autres interventions de la part de Desjardins dans la région. Vous avez vu en début de webinaire une vidéo qu'on vous a présentée sur l'Observatoire FCCQ, qui est en fait finalement un outil pour prendre le pouls dans la région sur comment se passent les choses dans la région. Donc, c'est beaucoup plus qu'un outil de sondage. Donc, c'est une base de données à laquelle vous vous inscrivez. D'ailleurs, il y a près de 100 entreprises qui se sont inscrites pour le webinaire ce matin. Et ça va perdurer dans le temps au-delà de la tournée Desjardins. Et donc, à la FCCQ, on va vous pousser des questions en temps réel sur l'actualité avec cet outil-là. Donc, c'est très important d'avoir je vous dirais, la base de données la plus complète possible pour pouvoir générer des résultats les plus régionalisés possibles. Donner ça à Pierre, donner ça à Julie pour qu'ensuite ils puissent faire des relations publiques, des relations gouvernementales pour influencer le jeu aussi local. Alors, je vous inviterai en quittant la conférence ce matin à vous rendre sur fccq.ca et à vous abonner. Ça ne coûte rien, même pas à vous abonner, à vous inscrire si vous voulez à la plateforme d'Observatoire FCCQ. Donc, ce matin, je veux brièvement, avant de laisser la parole à François, vous présenter certaines des données qu'on a rassemblées. Donc, si on regarde au niveau du nombre de résultats qu'on a reçus, à la prochaine diapositive. Donc, comme je vous disais, on a reçu 83 entreprises. Donc, c'est un début pour nous, mais c'est quand même assez payant, vous allez voir, en termes de résultats. On voit que 76 des gens qui nous ont répondu sont moins de 50 employés et même 41 moins de 10. Alors, je trouve ça intéressant parce que ça nous donne vraiment un portrait entrepreneurial de ce qui se passe en Outaouais. Puis, Guy l'a mentionné en début, on a souvent l'impression, quand on n'est pas dans la région, que le gouvernement fédéral prend une place, évidemment, prépondérante dans votre économie, mais il y a tellement de petites entreprises un peu partout dans la région et c'est ce qu'on vient mesurer avec ça ici. Donc, évidemment, les gens nous viennent principalement du secteur des services professionnels, scientifiques, techniques, un peu du secteur financier aussi. Et ce qu'on veut regarder avec vous, donc, c'est vraiment les impacts finalement. Est-ce qu'ils sont positifs, négatifs? On se doute bien qu'ils sont négatifs, mais je vais vous présenter donc les résultats au niveau de l'impact de la crise actuelle dans la région. Alors, j'ai trouvé ça intéressant comme données. Donc, on a un impact négatif de 74 et Guy, tantôt, a mentionné que l'Outaouais était quand même un petit peu en dessous en termes de performance. Mais je vous dirais que la perception, elle est quand même plus basse qu'ailleurs. Donc, on était en Montérégie, on était près de 80 qui avaient eu un impact négatif. Alors, c'est aussi une question de perception. Puis on va voir tout à l'heure comment vous qualifiez cet impact négatif-là. Est-ce que c'est une baisse de vente? Est-ce que c'est des enjeux d'ARH? Est-ce que c'est des enjeux événementiels? Donc, vous allez voir qu'il y a quand même une bonne différence. Et évidemment, c'est toujours, on ne se réjouit pas du malheur des autres, mais on peut se réjouir du bonheur des autres. Il y a quand même un 12 plus 8, donc un 20 d'entreprises, donc 1 sur 5, qui estiment avoir eu un certain impact positif relié à la crise. Et ça va bien au-delà, évidemment, des compagnies de plexiglas, là, qui est un peu la blague qu'on utilise souvent. Il y a quand même plusieurs entreprises qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu dans le cadre de la crise. Et, écoutez, il faut quand même le souligner. Alors, 3/4, 1/4, je vous dirais, négatif, positif, donc un peu plus faible comme impact négatif au niveau de votre perception. Quels sont, prochaine diapo, quels sont les impacts négatifs, donc concrètement? Donc, vous avez été près de la moitié, 45 à mentionner la baisse des ventes. Donc, évidemment, c'est au cœur de la vie, de la survie économique d'une entreprise, les ventes. Mais quand même 45 alors qu'on a vu 74 des gens mentionnent qu'ils ont un impact négatif de la crise. Qu'est-ce que ça veut dire? Je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que les entrepreneurs considèrent qu'il n'y a pas que les ventes dans la vie. Quand on évalue la santé et la performance d'une organisation, il y a des éléments aussi qui sont reliés, entre autres, aux ressources humaines. Puis on le voit avec les 3 petites flèches là, sur la droite, il y a quand même eu 23 de mise à pied, 22 de départ d'employés et 20 des gens ont dû réduire leurs heures de travail. C'est quand même beaucoup, mais j'ai envie de vous dire, à 23 de mise à pied d'employés, avec le nombre de fermetures qu'on a eues, je pense qu'on peut se dire qu'il y a des mesures gouvernementales qui ont été efficaces. À titre d'exemple, la subvention salariale, je pense, a permis de freiner grandement le nombre de mises à pied dans la région, ce qui fait qu'on s'est ramassé à 23 Et au début de la crise, je peux vous dire que les coups de sonde qu'on faisait, c'était beaucoup plus élevé.
Alors, de voir que seulement 23 %, je pense que c'est un coup de chapeau qu'on doit donner au gouvernement pour ça. Évidemment, report, annulation d'événements, 43 %, bien évidemment, toutes les entreprises qui se nourrissent du contact avec les clients ou qui organisent justement des événements dans la vie, bien, ça a eu un impact effectivement extrêmement négatif sur eux. Et la diminution de vos opérations, bien évidemment, à cause des fermetures, mais aussi à cause de toutes les exigences sanitaires que vous avez dû mettre. Et dans d'autres régions, on a mentionné assez rapidement les coûts que ça a coûté aussi pour faire ces rénovations sanitaires-là, pour préparer vos commerces à recevoir les clients d'une autre façon. Alors, ça a été un impact négatif au niveau financier aussi. Donc, gardons en tête baisse des ventes comme le principal. Au niveau des freins, alors là, j'ai envie de dire, c'est un peu plus haut qu'ailleurs et ça ne me surprend pas parce que la difficulté de main-d'œuvre représente le plus grand frein en ce moment. Et les gens pourraient dire, oui, mais le taux de chômage est quand même beaucoup plus élevé qu'en février. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un taux de chômage élevé que les personnes qui sont disponibles à l'emploi sont les bonnes pour les emplois qu'on a besoin. Alors, d'où l'importance de réfléchir comme Québécois, comme gouvernement, à toute la question de la requalification de la main-d'œuvre. Donc, les emplois sont en train de changer, les entreprises se numérisent, font du télétravail, veulent investir dans des mesures d'innovation. Il faut que les employés aient ces compétences-là. Alors, on est en train de travailler, puis c'est le milieu économique en général, mais les associations comme la nôtre aussi, avec le ministère du Travail et de l'Emploi, pour revoir justement les programmes passerelles, la façon de certifier l'accomplissement de certaines compétences pour les employés, pour s'assurer qu'on ait les bonnes personnes au bon endroit. Évidemment, la baisse de la demande est un élément important aussi, puis le respect des normes sanitaires, je vous le mentionnais tout à l'heure, de faire circuler les clients ou les employés dans cette nouvelle réalité-là, ça a été difficile pour au moins une entreprise sur 5. Les mesures d'aide. Donc, quelles sont les mesures d'aide qui, je vais simplement déplacer avec les images, je ne vois pas les... Parfait. Donc, des allègements fiscaux. Donc, évidemment, ça a été largement utilisé. La subvention salariale d'urgence, voyez-vous, 35 % des gens l'ont mentionné comme principale mesure d'aide. Des programmes de prêts sans intérêt, donc tous les programmes du gouvernement provincial, entre autres, le fameux pacte, les programmes aussi de compte d'urgence d'entreprise du gouvernement fédéral, donc 34 %. Et ce que je trouve intéressant, c'est, voyez-vous, en quatrième à 29 %, donc près d'une personne sur 3 mentionne que le fait d'arrêter un programme a été une mesure d'aide. Alors, vous allez me dire, c'est le monde à l'envers, mais c'est toute la complexité, si on veut, de la crise qu'on a vécue. On avait des mesures de crise au départ pour aider les gens à se sortir de la misère, finalement, avec la PCU, avec la subvention salariale, mais avec aussi le programme de formation du gouvernement du Québec, le fameux PAC. Donc, c'était des mesures de crise et on s'est rendu compte rapidement que la PCU venait nuire au retour à l'emploi parce que plusieurs employés faisaient le calcul que c'était plus payant de rester à la maison, en plus, il faisait beau cet été, que de retourner sur le marché du travail. Donc, en convertissant la PCU en mesure d'assurance-emploi, on est venu aider au moins une entreprise sur 3 dans votre région. Et le dernier point que je veux mentionner là-dedans, c'est la question des loyers salariales, de l'aide aux loyers salariales, donc qui a été très peu utilisée, 20 %. Donc, les attentes du gouvernement étaient beaucoup plus élevées. Vous êtes quand même la région où ça a été le plus utilisé. Moi, j'avais une moyenne de 7 à 10 % dans les autres régions. Alors, il y a peut-être des représentants du gouvernement fédéral qui ont bien fait leur travail de vendre le programme parce que le principal problème, c'est la difficulté d'accès à ce programme-là. Et le gouvernement, via Mme Freeland, a fait des changements, d'ailleurs, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines déjà, à ce niveau-là. Télétravail, je termine avec le télétravail. Je trouve ça toujours intéressant. Donc, on voit que dans votre région, 43 % des gens l'utilisent à temps plein et 27 % ne l'utilisent pas. Donc, 73 % en général. Et encore là, je vous dirais que c'est un des plus bas taux parce qu'encore une fois, à Montérégie, avec François et Guy, la semaine passée, on était à 87 %. Alors, pourtant, il y a quand même beaucoup d'entreprises de services en Outaouais, mais c'est dire aussi que le fait que les entreprises qui ont 10 employés et moins, souvent, ce n'est pas facile d'avoir une structure de télétravail qui roule déjà bien, qui est bien huilée. Alors, ça peut expliquer pourquoi on a 3 personnes sur 4 finalement qui se font offrir du télétravail en Outaouais. Et puis, une autre raison pour laquelle des gens ne font pas le télétravail, c'est parce qu'ils n'ont pas accès à la partie télé du télétravail. Alors, on a encore des enjeux d'accès à Internet haute vitesse dans la région de l'Outaouais.
Évidemment, peut-être pas dans la région de Gatineau, mais plus quand on monte vers le nord, ça devient difficile. Alors, ça, c'est un autre point sur lequel on travaille beaucoup avec les compagnies de télécommunications et le ministère de l'Économie. On doit brancher l'ensemble du Québec d'ici les prochaines élections. Et je pense que tout le monde, le fruit est mûr et tout le monde veut que ça fonctionne enfin. Je sais que vous avez entendu ça plusieurs fois, mais là, je pense que cette fois-ci, c'est la bonne et la crise aura peut-être servi à ça, au moins, de ce côté-là. Alors, je m'arrête ici. Ça vous donne un échantillon de ce qu'on peut produire comme information avec l'Observatoire. Alors, le plus de gens s'inscriront, le plus ce sera pertinent, encore une fois, pour nos amis des chambres de commerce de l'Outaouais. Alors, je cède la parole à François pour la suite et je vous remercie. Merci beaucoup, Charles. Avant de vous présenter mes deux invités, j'aimerais faire une petite pub ce matin au nom de M. Cormier, s'il me le permet. Tout ce qu'il a mentionné ce matin dans son discours, vous pouvez le retrouver sur le site de Desjardins. Alors, tapez dans Google Desjardins, études économiques, et allez dans études commerciales. Moi, je suis abonné, fait que je n'ai pas de mérite là-dedans. Alors, je les reçois au fur et à mesure. Mais vous pouvez vous abonner ou aller chercher l'étude. Vous allez voir, ce matin, là, ce sont les capitales, dont les régions des capitales, donc la région de Québec et de l'Outaouais. Et vous aurez tous les détails des études économiques faites par Desjardins pour vos régions respectives. Ceci étant dit, je vous présente, si vous avez des questions, allez dans questions et réponses. Vous avez Q et R dans le bas de votre écran. Allez directement par là. Passez pas par converser parce que ça fait trop à gérer en même temps, là. Alors, allez dans Q et R et posez vos questions. Ça nous fera plaisir d'y répondre après la présentation de nos deux invités. D'abord, à tout seigneur, tout honneur, je vous présente la directrice et la porte-parole et aussi actionnaire de la Sportec de Hull, Mme Hélène Duprat. Mme Duprat, bonjour. N'oubliez pas d'ouvrir votre micro, Mme Duprat. Oui, bonjour, M. Gagnon. Bonjour. Et je me plaisais hier à lui dire que c'était une jeune vieille entreprise, QDI. On y va avec passion. C'est le directeur général, Daniel Dumont, qui est avec nous. M. Dumont, bonjour. Bonjour, M. Gagnon. Vous avez deux parcours complètement différents. Je vais commencer par Mme Duprat parce que Mme Duprat n'a pas peur d'aller au bâton. On l'a vu dans les médias récemment, il y a quelques années également, n'a pas peur de s'impliquer au niveau de l'entrepreneuriat, n'a pas eu peur non plus de participer à une émission qui s'appelait Le Retour après la pause avec aux autres entrepreneurs pendant la crise. Ça a été diffusé le 27 octobre, si je ne m'abuse. J'ai écouté avec beaucoup d'attention cette émission-là hier. Madame Duprat, parlez-nous un peu de votre parcours qui est plutôt atypique parce que vous êtes une infirmière de formation et là, vous êtes rendue dans le domaine entrepreneurial, dans les gyms. Oui, effectivement. Moi, j'ai fait mes études en sciences infirmières. J'ai fait un bac. J'ai travaillé 5 ans à l'hôpital de Gatineau comme gestionnaire, comme infirmière d'abord, mais ensuite comme gestionnaire, comme coordonnatrice. Ça fait quand même 25 ans que j'ai quitté le milieu hospitalier, mais j'ai préféré travailler dans le domaine de la santé au niveau de laisser le curatif et d'aller plus au niveau là, de la prévention de la santé et de la réadaptation. Et je suis arrivée à la Sportec tout à fait par hasard. Et de fil en aiguille, j'ai commencé comme gestionnaire et je suis devenue actionnaire il y a déjà plus de 12 ans, 14 ans, oui. Alors, c'est comme ça que mon profil d'entrepreneur a pris le dessus peut-être sur ma carrière d'infirmière. Mais évidemment que toutes mes valeurs d'entraide, les valeurs d'empathie et tout ça, il reste que c'est mon côté vert qui prédomine au niveau de nos valeurs d'entreprise aujourd'hui à la Sportec. Et de votre côté, M. Dumont, parcours également qui est plus linéaire que Mme Duprat peut-être, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a 3 ans, vous avez décidé de fusionner avec une autre entreprise qui s'appelle Quadrivium. En réalité, c'est un mot qui veut dire les 4 phases des mathématiques. Parce que vous êtes en ingénierie. Exactement, oui. Et là, vous, là, de votre côté, vous faites une fusion, puis déjà, vous pensez à la relève, vous pensez déjà au futur de votre entreprise. Oui, exactement. Notre projet d'entreprise a commencé en 2017 où, à l'époque, j'avais du bon groupe conseil, puis on s'était fait approcher, on avait diverses options au niveau de la compagnie. On avait eu des approches de se faire acheter par des grosses compagnies. On avait eu aussi d'autres offres de partenariat.
Puis, pour ma part, j'avais discuté avec mon équipe, puis finalement, on cherchait la façon de pouvoir consolider, mettons, notre présence et notre pérennité. Puis cette discussion-là avec les employés a fini par pointer vers de concentrer nos efforts vraiment en Outaouais. Et puis, Martin Lachapelle, qui dirigeait Quadrivium Conseil, on se connaissait parce qu'on se côtoyait. Il était une entreprise similaire à la mienne, donc vraiment une entreprise régionale qui avait peut-être, à cette époque, 23 employés, spécialisée dans un domaine connexe du génie civil, mais peut-être plus en transport et en infrastructure routière. Donc, lui et moi, on a commencé à avoir des discussions sur un éventuel projet d'entreprise. Et puis, bien, ça a porté fruit. Comment on fait pour survivre dans un monde où il y a de très, très gros? Là? Je ne veux pas prétendre que vous n'êtes pas en compétition à SNC-Lavalin, par exemple, mais il en demeure pas moins qui viennent jouer dans votre table aussi en même temps. Définitivement, c'est le domaine de l'ingénierie est un domaine qui est... on fait face à la compétition, à des compétiteurs qui sont d'ordre mondial. Comme vous avez si bien mentionné, on peut parler des WSP, on peut parler des SNC-Lavalin qui sont des compétiteurs directs. Nous, notre modèle d'entreprise, pour être capable de se distinguer, bien, on a décidé de vouloir vraiment se concentrer dans la région d'Outaouais. Donc, ça a été vraiment notre cheval de bataille. On a dit, assurons-nous d'avoir les gens qui sont les plus qualifiés, assurons-nous d'offrir un service de très haute qualité, assurons-nous d'essayer de s'inscrire dans notre région, puis aussi dans le temps avec des partenaires parce que évidemment, le milieu des affaires de l'Outaouais, on connaît les gens, puis on est connu. Donc, ça a été un peu l'approche qu'on fait par rapport à la grande compétition. Puis, on essaie toujours de dire à nos gens, à nos clients, bien, on est ici pour rester. On est en train d'actuellement monter une relève pour qu'on ait une pérennité dans le temps, ce qui était un des objectifs principaux là, de la fusion de l'entreprise. Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment de rester comme au niveau régional, puis d'essayer de bien servir nos gens. De là, votre slogan, avec passion? Ah, définitivement. Oui, c'est ça. C'est certain qu'on a une histoire, Martin et moi, qu'on s'assure de toujours raconter à tous les employés qui joignent l'entreprise. C'est-à-dire que nous, à la base, Martin et moi, quand on a voulu fusionner, on avait vraiment un désir qu'il y ait une pérennité dans le temps. Puis, on voulait s'assurer d'avoir une chaise berçante puis avoir une histoire à raconter. Puis c'est vraiment ça qui nous motive depuis le début puis qui a motivé l'ensemble de notre entreprise. Fait que quand les gens viennent ici, on prend le temps de nous expliquer qui nous sommes et puis on veut s'assurer que ces gens-là adhèrent à notre projet d'entreprise, qu'ils comprennent bien qui nous sommes, où on veut aller. Et puis, force de constater que nous sommes maintenant près de 48 employés. Et puis, on est pour une firme régionale, on est vraiment une très grosse firme. Donc, on est très fiers de ça. Et très fiers de la pérennité aussi qui est en train de s'installer avec la mise en place d'une relève là, au niveau des actionnaires. Madame Duprat, ça a été une période extrêmement difficile. Du jour au lendemain, vous avez dû fermer vos portes. Il y a eu une tentative pour l'été, là, mais finalement, vos abonnements, malheureusement, c'était déjà trop tard. Comment on réussit à être résilient dans des cas comme celui qu'on vit présentement, particulièrement dans le domaine des gymnases? En fait, quand on a fermé au mois de mars, c'est sûr que je pense qu'on a eu un choc comme tous les entrepreneurs, comme tout le monde d'ailleurs, où on a mis à pied, on a à peu près, en temps normal, on a peut-être 150, 175 employés contractuels avec nous. Donc, on en a gardé 7. Alors, tu sais, de un, c'est un choc de ce côté-là, mais de l'autre côté, nous, notre priorité, c'était de garder la proximité avec nos membres et la proximité avec nos employés et nos instructeurs. Alors, on s'est reviré sur un dizaine. On avait des projets de plateforme web, de numérique, d'entraînement virtuel. L'équipe s'est revirée tellement rapidement. Les instructeurs ont fait de façon bénévole des programmes d'entraînement en live sur Facebook, sur toutes les plateformes qu'on pouvait
qu'on pouvait utiliser pour garder cette proximité-là. Ça a très bien fonctionné parce que quand on a réouvert à la fin juin, la majorité de nos employés, je dirais qu'on a peut-être perdu 2 % de nos employés, sont revenus. Ce qui nous a sauvés l'été passé, c'est les camps de jour. Les camps de jour, beaucoup de camps n'ont pas eu lieu à cause des mesures sanitaires où ils n'étaient pas en mesure de les mettre en place. Nous autres, on a accueilli 150 à 180 jeunes et on avait, ce qui nous a sauvés, c'est qu'on a 5 terrains de tennis. C'est immense. Ouais. Alors, on était en mesure de les distancer et on n'a pas eu aucun cas de COVID, fort heureusement. Effectivement, là, ce qui s'est produit, c'est que les gens qui avaient des abonnements, on a perdu 30 % de notre clientèle. Beaucoup de gens vulnérables, on a une grande clientèle qui est de personnes retraitées, des gens qui ont peur. Alors, on a essayé de faire preuve d'empathie le plus possible et d'alléger toutes les mesures parce qu'il y a toujours des règles au niveau des abonnements. Fait qu'on a essayé d'alléger ça. Et bien là, on fait preuve encore on vit encore une fermeture, mais il y a toujours quelque chose, on dirait, qui nous sauve. En ce moment, bien là, on a le tennis, le squash, la piscine, ce qui fait qu'on n'est évidemment pas rentable présentement, mais ça amène de l'eau au moulin et ça nous permet quand même de rester dans le marché. Qu'est-ce que vous dites? Je vous ai entendu aussi parler de ça dans le documentaire que j'ai écouté hier, mais également, vous en avez parlé dans les différents quotidiens, que ce soit dans le droit ou encore dans un article que j'ai lu dans le Journal de Montréal où vous disiez que, ben là, laissez-nous faire notre travail. Ces gens-là ont besoin, on est connexe au service de la santé. Mais on dirait que le gouvernement fait aussi en même temps la sourde oreille. Comment les convaincre, d'après vous? Moi, je dirais que dans toute cette pandémie-là, c'est probablement ma plus grande déception. Je pense que l'activité physique joue un rôle excessivement important dans la santé de tout le monde. Il ne faut pas chercher longtemps, c'est quoi la fontaine de jouvence? La fontaine de jouvence, c'est d'avoir de saines habitudes de vie. Donc, on parle de bien manger, de faire de l'exercice, pas fumer, en tout cas, bref. Et je pensais que nos valeurs, du moins, puis je ne veux pas faire de politique aujourd'hui, mais je pensais que nos valeurs par rapport à la prévention, par rapport à l'activité physique étaient beaucoup plus importantes. Je prends l'exemple de la Suisse. La Suisse, en ce moment, ma fille y habite. Ils vivent la crise, la deuxième vague excessivement difficilement. Je pense qu'ils ont 10 000 cas par jour. Mais à Genève, les centres de conditionnement physique sont encore ouverts. Pourquoi? Parce que pour ces gens-là, la valeur de l'activité physique est plus importante que de dire on va limiter des contacts dans un endroit public. Fait que ça, pour moi, c'est certainement ma plus grande déception en ce moment parce que je ne sens pas que le politique ou du moins même la santé publique sont de notre côté finalement. Et je pense à nos kinésiologues qui sont des professionnels de la santé. Ils ne peuvent même pas pratiquer aujourd'hui. Fait que c'est un petit peu... paradoxal. Oui, Monsieur Dumont, vous, là, la crise ne vous a pas trop affecté dans le sens où, de votre côté, contrairement à Mme Duprat, le télétravail, c'est plus facile pour vous, là. Même d'ailleurs, je vous entendais tantôt parler de télétravail au moment où vous allez commencer à prendre votre retraite, ou en tout cas votre pré-retraite. Pour vous, ce n'est pas un problème. Les projets continuent quand même. Et le fait que les gouvernements veulent investir davantage en infrastructure risque de vous aider aussi. C'est certain que si on fait un retour dans le temps, un des items aussi lors de la fusion, des éléments qu'on avait regardés lors de la fusion au Quadrivium et Dumont Groupe Conseil, c'était le fait d'être dans des cycles économiques différents. Puis on sait que traditionnellement, lorsqu'il y a des relances, économique, ça passe par les infrastructures. Donc, c'était une des raisons ou un des points positifs qu'on avait vu à la fusion. Et dès la fusion, on avait commencé à se préparer à ça parce que ça faisait déjà plusieurs années qu'on était dans un cycle haussier. Fait qu'on s'attendait qu'on ait un ralentissement un jour ou l'autre. Ce qui est arrivé, on n'aurait pas cru que ça aurait été dû à un virus, mais on s'attendait à un ralentissement. Fait que nos infrastructures étaient prêtes et on était capable de les déployer assez rapidement.
Par contre, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est oui, le télétravail se fait parce que c'est possible de faire de l'ingénierie. Je pense que tout le monde n'aurait pas pensé qu'on était tous capables de faire en si peu de temps autant de télétravail et de vidéoconférences. Maintenant, on entrevoit certains nouveaux défis à long terme. Comment garder un esprit de bureau, un esprit vivant avec du télétravail à temps plein. Donc, il y a certainement des défis et des choses à réfléchir à l'avenir. Mais à très court terme, c'est sûr que nous, on a été capable d'opérer et puis d'offrir quand même nos services. Puis comme vous dites, bien, les relances au niveau économique, on est dans un secteur qui est favorable à cet effet-là. Et de votre côté, Mme Duprat, comment vous entrevoyez l'avenir maintenant? Là? Parce que là, c'est pas nécessairement rose pour tout le monde. Encore une fois, je reparle du documentaire parce que je voyais énormément d'empathie des employeurs par rapport à leurs employés ou encore leurs contractuels, comme vous avez chez vous. Vous étiez inquiet pour eux et vous êtes encore inquiète, c'est ce que j'ai pu voir. Comment vous entrevoyez l'avenir, vous? C'est certain qu'avec la situation, quand je parlais tantôt on s'est tourné vers une option numérique, bien, à l'heure actuelle, on a notre plateforme numérique qui est en place et on a au-delà d'une centaine de vidéos et on commence déjà à avoir des clients qui viennent de l'extérieur de l'Outaouais, comme à Matane, dans la région de Montréal et tout ça. Fait que c'est sûr que notre modèle d'affaires va changer, a déjà changé. Il va y avoir des gens qui vont être ici dans notre centre en présentiel et il va y avoir des gens qui vont opter pour le numérique. Et je pense qu'on va avoir une espèce de modèle d'affaires hybride. On n'a pas le choix parce que je pense que cette crainte-là du virus, de la contamination, va durer pour au moins 1 an à 2 ans. Et le temps qu'on récupère le 30% de notre clientèle plus vulnérable, ça peut prendre aussi un certain temps. Alors, c'est certain que dans nos scénarios économiques, on a toutes mis ça ensemble et la plateforme en ligne va faire partie d'une de nos solutions pour aller chercher cette clientèle-là qui ne veut plus nécessairement se déplacer. Et vous, de votre côté, M. Dumont, votre avenir, vous commencez déjà à la préparer, votre avenir, vous et votre associé, là. La relève chez vous, comment elle est? Parce que vous avez quand même des jeunes employés, là, malgré tout, là. Oui, bien, c'est une des grandes fiertés là, que Martin et moi, à titre d'associés fondateurs, nous avons là, actuellement. On avait un projet d'entreprise de vraiment assurer, un projet de fusion qui était vraiment, qui a vraiment été assemblé avec un projet de relève dont Desjardins a été un fier partenaire. On est vraiment content parce qu'actuellement, ce plan arrive à échéance où on a mis une relève en place. Puis, on est d'autant plus heureux de voir que nos prochains associés ont vraiment à cœur maintenant de mettre en place qu'on mette en place des mesures pour nos employés, pour essayer d'avoir, ils se voient comme une relève, mais ils voient déjà qu'il est important de consolider notre équipe actuellement. Donc, c'est un des prochains travaux qu'on a à faire là, ici en équipe de direction. Bien, très bien. On va répondre aux questions, si vous me permettez. J'en aurais une pour M. Cormier. On parle beaucoup de réseau Internet. Quand on est dans un centre urbain, c'est plus facile. Mais du moment qu'on sort des centres urbains, là, on continue d'être entrepreneur pareil, mais c'est plus difficile. Comment Desjardins pourrait influencer le développement des réseaux Internet et sans fil dans les régions rurales pour qu'elles puissent aussi se développer avec des outils mobiles, bancaires et autres, puis le télétravail également? Est-ce que vous avez une certaine influence, vous, de votre côté? Écoutez, la question est très pertinente, puis effectivement, selon nous, surtout avec le télétravail qui va aller en augmentant, c'est un réel défi pour le Québec, là, pour le Canada. Je vous dirais qu'il y a 2-3 leviers sur lesquels on active. Premièrement, dans le cadre de notre fonds, là, je vous parlais tantôt du fonds du Grand Mouvement, mais des investissements qu'on a fait dans les dernières années, il y a des sommes parfois là, de plusieurs centaines de milliers de dollars qu'on a remis à des projets dans des milieux des régions, je pense au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je crois, pour des organismes locaux qui sont en mesure de déjà prendre en charge une certaine partie de ça.
soit sous forme de coopérative ou d'entreprise, pour justement être capable de travailler. Donc, il y a dans certains cas des contributions financières que Desjardins a eues pour certains milieux. Ça, je pense que c'est directement là, un impact. Deuxièmement, ben oui, il y a de l'influence qu'on peut jouer auprès des principaux fournisseurs avec qui on fait généralement majoritairement affaires. Ce sont soit des clients du mouvement Desjardins, ce sont soit nos fournisseurs. Donc, on entretient des discussions avec eux, on parle aux élus. Je pense que c'est un débat qui va au-delà du mouvement Desjardins, mais si on veut vraiment là, embrasser la prochaine décennie des années 2020 là, à l'ère du numérique, là, on le voit, là, c'est un vrai enjeu. Là, et puis, vous pouvez compter sur nous pour continuer de mettre beaucoup d'influence, puis dans certains cas, contribuer financièrement dans certains milieux à lancer des projets, des initiatives. Oui, Charles. Bien, si je peux juste compléter sur ce que j'ai mentionné puis ce que Guy vient de dire, la différence avec les autres précédentes annonces d'Internet haute vitesse qui ne fonctionnaient pas vraiment, c'est que là, il y a une table de coordination entre le ministère de l'Économie et les grands fournisseurs de télécommunications. Puis j'ai parlé avec 2 d'entre eux cette semaine. Ils sont extrêmement confiants que la volonté politique va faire en sorte qu'on va faire arriver le modèle d'affaires pour connecter des régions où ça peut, au niveau business, ne pas être évident pour une entreprise qui est privée puis qui est en bourse. Alors, c'était un peu ça mon message d'espoir tout à l'heure. Puis, à titre d'exemple, les grands partenaires de Telco me mentionnaient certaines régions, justement, dans le haut secteur de l'Outaouais, entre autres, où la volonté politique va donner là, le petit coup de pouce qui nous manque. Alors, c'est pas moi le politicien, là, mais je voulais quand même vous encourager à ce niveau-là des discussions que j'entends. Mais c'est un peu le rôle aussi de la Fédération des chambres de commerce du Québec de pouvoir s'immiscer dans ce genre de conversation-là pour éviter les chicanes entre grosses entreprises, comme on voit des journaux par les temps qui courent, et d'inciter peut-être d'autres aussi à s'impliquer davantage pour être capable d'obtenir cette fameuse haute vitesse-là qui manque malheureusement à bien des endroits. Ouais. Bien, très bien, merci beaucoup. Je voudrais remercier Mme Duprat, M. Dumont également, et tous les participants. Et j'aimerais passer le mot de la fin à Pierre Sanson, qui est président de la Chambre de commerce de Gatineau. Monsieur Sanson, à vous. Bonjour, vous m'entendez bien? Parfait. Alors, moi, j'aimerais dire un gros merci au Mouvement Desjardins pour les 3 beaux projets. Je crois que c'est extraordinaire. Alors, pour cette aide, là, sur ces 3 beaux projets-là. Et également, merci à Charles pour cette belle initiative-là et aussi pour la mise en place de l'Observatoire. Je crois que c'est des outils qui sont très, très, très utiles pour les gens d'affaires. Alors, c'est un gros, gros merci. Également, je réitère notre priorité est d'aider les entrepreneurs et les entreprises sur notre territoire pour la relance socio-économique. Et nous serons là aujourd'hui dans l'ère, la post-COVID. N'hésitez pas à faire appel à nous. On ne vous laissera pas tomber. On va tout faire pour aider les gens d'affaires de la région. Et également, je remercie tous les gens d'affaires qui ont participé. Je crois que c'est une belle participation. Ça démontre que les gens sont intéressés à l'économie de notre région. Pour finir, j'inviterai Julie Moffat, la directrice d'Export Outaouais et directrice générale par intérim de la Chambre de commerce de Gatineau, et Martin Richer, directeur général de Desjardins Entreprises Outaouais, à prendre la parole pour nous présenter le lancement de la campagne Nos exportateurs. Merci beaucoup, Pierre. Je vous garde pour la fin quelques minutes, s'il vous plaît. Dans le fond, on devait lancer le 12 mars dernier la campagne Nos exportateurs. On se rappellera tous de cette date-là. Puis, on en profite finalement de la journée d'aujourd'hui pour pouvoir vous la présenter. En fait, on a souhaité chez Export Outaouais mettre en lumière 5 entreprises de la région qui se démarquent sur les marchés extérieurs, donc hors Québec et à l'international. Un, pour leur permettre de briller ici, mais aussi pour inspirer d'autres entreprises, d'autres PME à faire le saut vers l'exportation. On peut parfois penser que c'est un peu ambitieux ou difficile de se lancer vers l'exportation, mais je pense que quand on est bien accompagné et que la démarche est stratégiquement pensée, c'est possible de le faire. Puis ces belles entreprises-là que vous allez voir dans quelques minutes nous démontrent justement la capacité de le faire. Je remercie et je cède la parole à Martin Richer, donc DG de Desjardins Entreprises ici en Outaouais, qui est partenaire de cette campagne-là. Puis je vous invite ensuite à visualiser les 5 capsules. Merci. Merci, Julie. Bonjour à tous. Merci à nos 2 panélistes ce matin d'avoir pris leur temps et de nous partager un petit peu leur histoire. Merci aussi à notre président, M. Cormier, M. Sanson, M. Gagnon, M. Milliard. Je pense que ce sont des belles initiatives. Il faut trouver le moyen d'innover puis de se rapprocher et je pense que c'en est une très bonne.
Desjardins Entreprises est un fier partenaire d'Export Outaouais depuis quelques années maintenant. Et puis, justement, à défaut de pouvoir tenir des événements physiques, bien, on est content de pouvoir participer au lancement virtuel de cette campagne de rayonnement des exportateurs. On dit souvent qu'en Outaouais, on n'a pas tant d'exportateurs, mais il y en a quand même des très bons et qui réussissent à se démarquer. On va voir justement les capsules de 5 tantôt et qui sont dans des domaines totalement différents. Mais je pense en ces temps aussi incertains et particuliers, il faut trouver le moyen d'innover et de faire notre place. On parle beaucoup d'achat local, mais aussi quand on réussit un petit peu à diversifier notre offre ou nos produits ou encore même notre service, bien, il y a moyen d'aller vendre ça à l'étranger. Et puis, en faisant ça, bien, quand vous rêvez, quand vous espérez pouvoir faire ça, bien, je pense qu'il y a des gens qui sont en mesure de vous accompagner en Outaouais. Nous, Desjardins, on a des experts au niveau des services internationaux, entre autres avec le programme Passeport Affaires, qui vous aide de A à Z pour vous amener justement à l'exportation. Et on le fait en collaboration justement avec les partenaires de chez Export Outaouais. Et puis, je pense que cette façon-là, ça va vous permettre justement d'amener votre entreprise encore plus loin et d'assurer la pérennité de ces belles entreprises-là en Outaouais. Donc, sans plus tarder, bien, je vais vous dire un bon lancement de campagne aux exportateurs. Profitez de ces succès-là et bon visionnement à tous. Merci encore à tous pour votre participation ce matin. Alors, je suis désolée, je ne sais pas, il y a un problème technique. La vidéo n'est plus disponible. Est-ce qu'on peut peut-être la mettre dans le chat, Julie? Je peux peut-être partager mon écran, Sonia? Ça devrait aller, je viens de la recevoir. Okay. Vive la technologie. Voilà, on y va. Foco Retail a développé une plateforme numérique optimisant la communication entre les sièges sociaux et leurs magasins. 95% de nos revenus proviennent de l'étranger. Après les États-Unis et l'Amérique latine, on visait l'Europe. C'est à ce moment-là qu'Export Outaouais est venu jouer un rôle très important pour notre entreprise. Grâce à notre nouveau plan d'affaires, l'Europe représente aujourd'hui 30% de notre clientèle. En moins de 5 ans, plus de 50 marques ont adhéré à l'univers de Foco. Pour nous, ce qui est le plus important, c'est de développer une application que nos utilisateurs, les milléniaux, aiment utiliser à chaque jour pour leur travail. Nous sommes réfléchis, nous sommes humains, nous sommes exportateurs.
Guidé par notre conscience environnementale, la mission de Lauson est d'être le leader mondial dans la fabrication, la mise en marché ainsi que le développement de planchers de bois franc haut de gamme. Exporter, c'est aussi des enjeux douaniers, des défis de langue et de culture. Mais quand on est bien accompagné, ça vaut la peine de se lancer. Que ce soit l'Ontario, l'Asie, les États-Unis, les pays scandinaves ou même le Mexique, on retrouve des planchers signés Lauson aux 4 coins du monde. On est fiers de nos 550 employés qui contribuent depuis 1985 au développement du marché de Lauson à l'international. Nous sommes passionnés, nous sommes intègres, nous sommes exportateurs. Nous sommes Macadamian, consultants en expérience logicielle dans le domaine de la santé. Ce qu'on veut faire, c'est élaborer des solutions numériques qui auront un impact considérable sur l'efficacité des systèmes de soins de santé. La majeure partie de nos activités sont aux États-Unis et nous avons de grandes ambitions pour l'Europe. Notre obsession à nous, c'est l'amélioration de la santé du patient. Macadamian, nous sommes au-devant de la technologie médicale. Un exemple récent de notre boîte à outils, nous avons appliqué l'intelligence artificielle dans le contexte d'intervention chirurgicale. Macadamian poursuit son ascension à travers le monde dans l'objectif de faire une différence dans la vie des patients et la santé de la population. Nous sommes créatifs, nous sommes rigoureux, nous sommes exportateurs. Biograd conçoit et distribue des produits de maintenance industrielle qui sont sains autant pour leurs utilisateurs que pour l'environnement. Depuis 2013, notre plus grande force, c'est notre duo. Catherine, la réaliste, et moi, l'audacieux. Ça prend définitivement un peu des deux pour créer la meilleure équipe qui soit. En étroite collaboration avec Export Outaouais, on travaille à peaufiner notre stratégie de développement à l'étranger. Notre plus grand enjeu d'exportation, c'est d'adapter les étiquettes de nos produits aux normes de chaque pays. Un défi que nous sommes impatients de relever. Nous sommes indépendants. Nous sommes accessibles. Nous sommes exportateurs. Depuis 2003, j'ai appris que pour aller loin, on doit avoir l'audace de mettre ses idées en action. Pionnière dans la conception des porte-bébés souples, notre entreprise est prête pour des nouveaux défis. Mama Kangourou est une manufacture canadienne qui est fière de contribuer au développement psycho-affectif des milliers de bébés dans 36 pays du monde. Prochaine étape, développer de nouveaux produits afin de poursuivre la croissance des Mama Kangourou. Export Outaouais a su être à l'écoute de notre vision et nous a guidés vers de nouveaux objectifs. Nous sommes visionnaires, nous sommes persévérants, nous sommes exportateurs. Alors voilà, ce qui met fin à la rencontre d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous, à moins que Julie, vous ayez un dernier mot de revoir. Bien, avec plaisir. Dans le fond, je veux remercier ces 5 belles entreprises qui nous ont accueillis avant la COVID, je le mentionne, parce qu'il n'y a pas de masque dans tout ça. Mais on est très fiers de pouvoir les accompagner et de pouvoir les mettre en lumière aujourd'hui. Donc, merci à tout le monde, puis bonne journée. Merci, au revoir. Merci.